Récemment, l'atelier parisien d'urbanisme, l'APUR, dont je salue la directrice générale Dominique Alba, présente dans la salle, a réalisé un rapport sur ces inégalités dans la métropole et a rappelé que la métropole du Grand Paris est la métropole où les inégalités sont les plus marquées. Mais déjà, comme vous le savez, je parle en présence des deux anciens ministres du Grand Paris de Nicolas Sarkozy, messieurs Christian Blanc et Maurice Leroy. Voilà, d'accord. Les Christians. Le projet du Grand Paris, je cite, vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du territoire national. Jérôme Fourquet, vous êtes politologue, vous êtes sondeur à l'IFOP et auteur de l'Archipel français. Pour vous paraphraser, l'archipel francilien est une petite nation multiple et divisée. Où va l'Île-de-France ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, pardon. Alors, il ne faut pas noircir complètement le tableau quand même. Dans les tables rondes précédentes, on a vu que l'Île-de-France restait le principal moteur économique français. Il y a un très fort dynamisme dans cette région. Pour autant, les phénomènes que j'ai essayé d'analyser dans mon livre L'Archipel français se posent ou se déploient avec encore plus de force dans cette grande région métropole qu'ailleurs en France. Et ce territoire d'Île-de-France est parcouru par des lignes de faille, des fractures qui sont de nature très diverses. On a parlé de logement social tout à l'heure, des déséquilibres en termes de logement. On a parlé de péréquation fiscale également. Mais on pourrait parler aussi, hélas, en lien avec l'actualité la plus tragique et la plus récente, des formes de sécession, de séparatisme et de quartiers entiers qui vont à la dérive. Je pense que le modèle d'une région ou d'un État, une nation une et indivisible, a sans doute vécu, et qu'il va falloir apprendre à vivre dans l'archipel en essayant de maintenir le plus possible des formes de cohésion entre ces différentes îles de l'archipel et maintenir ou renforcer des liens de solidarité dont on va peut-être parler tout à l'heure en essayant de faire valoir les avantages que chaque territoire peut apporter au collectif sans en laisser en marge ou sur le bord de la route. Merci. Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, président de la métropole du Grand Paris, ancien député, ancien ministre. Président Ollier, la métropole a débloqué 110 millions d'euros pour la relance. Vous l'avez annoncé hier et on l'a rappelé dans une interview publiée ce matin sur latribune.fr. Ce plan de relance sera coordonné avec le plan de relance du gouvernement. Concrètement, comment ça va se passer ? Bien, merci. Je voudrais d'abord, moi aussi, saluer les pères fondateurs du Grand Paris. Hier soir, j'ai vu Christian Blanc. Aujourd'hui, je suis heureux de voir mon ami Maurice Leroy. Nous étions dans le même gouvernement tous les deux. Parce que si on est là, c'est grâce à eux quand même. Et grâce à Nicolas Sarkozy qui va intervenir tout à l'heure. Cela étant dit, le problème, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit et très bien dit par nos acteurs précédents et par Valérie Pécresse pour la région. Le problème, c'est l'accélération, c'est la rapidité. On a tous des projets. La métropole, 7 200 000 habitants, 131 villes, nous avons des projets. Je ne vais pas les développer, ça serait beaucoup trop long. La région a des projets. L'État doit être vigilant s'il veut qu'on soit rapide. Nous avons mis 110 millions d'euros parce qu'on a un budget qui ne permet pas de mettre plus. Et j'ai rencontré le Premier ministre, effectivement, pour qu'on articule ces 110 millions sur les 131 villes pour faire en sorte que nous soyons une sorte d'accélérateur du plan de relance sur ce territoire-là, de l'État. Et je remercie au passage Olivier Sichel, parce que si on peut le faire, c'est grâce à la Banque des Territoires qui nous apporte les moyens financiers de nous aider d'une manière très, très, très massive avec Marianne Lorado, notre interlocutrice permanente. Et sans eux, on ne serait pas capable de mobiliser ces crédits. Ce que je veux demander d'abord à l'État, c'est d'accélérer. Mais accélérer comment ? On a besoin, alors pardonnez-moi, je vais être brutal, de casser la multitude de procédures auxquelles les élus sont confrontés. L'administration ? Non, je ne veux pas casser l'administration, je parle des procédures. Le problème, c'est bien d'en haut, et le ministre Bruno Le Maire l'a dit, bravo, il faut accélérer, Valérie veut qu'on accélère, je veux qu'on accélère. Comment on fait ? Comment on fait quand on se heurte pour le moindre projet à une multitude d'autorisations qu'il faut demander à une multitude de services, passer par des commissions diverses, etc. Et dans les 6 mois qui viennent, le passage dans tout ce système-là ne peut pas permettre à un projet d'apparaître. Donc moi, je veux bien qu'on ait de bonnes intentions. Ce que je voudrais, c'est que le gouvernement
profite de la constitution, de l'expérimentation qui est prévue pour voter une loi qui permette de faciliter, de simplifier les procédures. Dans le cadre d'un état d'urgence économique, qui est celui dans lequel on vit, je parle en tant qu'ancien parlementaire, c'est ce qu'il faudrait faire très très vite pour que les élus locaux, métropoles ou EPCI ou maires, puissent avoir une simplification qui permette de dire ce projet on le fait, et on le fait avec le soutien de la préfecture, qui valide bien sûr la procédure, mais en évitant ce saut de haie qui nous fait perdre du temps. Si vous voulez, je peux vous citer une multitude d'exemples. On perd 2-3 ans à passer d'un service à l'autre avant de pouvoir commencer le premier coup de pioche. Maurice, je suis allé à Moscou, jumeler la métropole de Paris avec celle de Moscou. Tu y étais. Bien, ils ont réalisé au niveau du métro des projets extraordinaires de construction de gares. Je l'ai dit à M. Dallard l'autre jour, on en a parlé tous les deux, il y est pour rien. Mais les procédures françaises font que, malheureusement, on n'arrive pas à être aussi rapide que nos partenaires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer? Simplement faire en sorte que les lois permettent la simplification. La simplification administrative, on en parle, on ne le fait pas. Vaste programme. Thierry Dallard, justement, on parle de vous, président de la Société du Grand Paris, l'établissement public qui construit ce Grand Paris Express, ces 200 km de ligne, ces 68 gares, tous ces chiffres que vous connaissez évidemment par cœur. On n'a pas encore parlé d'emploi, c'est quand même la clé de la relance. À terme, et même à moyen terme, il y aura 15 000 emplois sur le chantier Grand Paris Express. Comment, justement, on va aussi recycler ces personnes qui vont perdre leur emploi dans des industries fragilisées aujourd'hui? Déjà, ils ne vont pas perdre leur emploi tout de suite parce qu'il faut déjà qu'ils finissent le métro. Donc on a encore pour quelques années devant nous. Mais vous avez raison de souligner que le Grand Paris Express est aujourd'hui un des acteurs à part entière de la relance. Vous savez, vous avez pris, Monsieur le Président, la métaphore du saut de haie. Moi, je prendrais celle du relais. C'est plus facile de passer le relais à quelqu'un qui est déjà en train de courir. Et en l'occurrence, la Société du Grand Paris était déjà en train de courir avec de l'ordre de 4 à 5 milliards de commandes publiques tous les ans. Et donc nous avons évidemment maintenu cela, y compris pendant le confinement qui a finalement très peu ralenti l'activité, si ce n'est pendant 4 à 5 semaines sur les chantiers. Mais nous avons surtout maintenu la phase de commande publique qui était essentielle pour éviter qu'il y ait un trou d'air, à la fois pour les entreprises d'ingénierie et pour les entreprises de travaux. Et à l'heure où je vous parle, c'est aujourd'hui 7000 personnes qui travaillent sur les chantiers et d'ici 2023-2024, quand nous serons au pic d'activité, nous serons à 15 000 emplois par an. Mais au-delà, je dirais, des emplois créés proprement parlé par le chantier, c'est évidemment les emplois induits de manière durable par le Grand Paris Express. Je rappelle, au-delà de toutes les données socio-économiques assez traditionnelles pour ces projets-là, juste l'impact sur le PIB que les économistes évaluent entre 10 et 20 milliards d'euros par an. Donc c'est un projet qui crée de la richesse, et quand on a un projet qui crée de la richesse, il faut aller vite pour le faire. Et c'est ce que la loi 2010 et les différents parrains que je salue également à mon tour ont permis avec un outil qui est la Société du Grand Paris, qui permet d'emprunter et qui permet effectivement d'aller aussi vite que la technique le peut, d'aller aussi vite que les riverains acceptent l'avancement du chantier, qui évidemment a son lot de nuisances qu'on peut difficilement éviter, même si on fait tout pour les réduire. Est-ce que tout roule pour vous, pour reprendre la métaphore du métro, ou il y a des verrous à lever, à faire sauter? Mais je reprends volontiers mienne l'image du saut de haie. Faire le Grand Paris Express, c'est une combinaison entre un 100 mètres parce qu'il faut aller vite, un marathon parce qu'il faut durer sur la distance, et un saut de haie parce que les difficultés sont à peu près toute nature. Mais voilà, donc il y en aura encore, à mon avis, jusqu'à ce qu'on finisse le métro. Vous auriez pu comparer avec l'apnée ou la plongée sous-marine à 50 mètres de profondeur. Oui, mais là pour le saut de haie, c'est plus simple quand on est en apesanteur. Véronique Bédag, directrice générale déléguée de Nexity, bonjour. Next City, on l'oublie, mais c'est Next City, la ville d'après. Vous avez été précurseur il y a 20 ans. J'espère qu'on les tourne encore un peu. C'est toujours numéro 1. Je vous souhaite que ça dure. La métropole, et plus généralement la région, est-ce qu'elle justement elle doit devenir polycentrique, comme on l'entend souvent, pour justement être davantage inclusive, pour mieux résorber ces fractures? Évidemment, c'est notre conviction, parce qu'au fond, on travaille, nous, dans toutes les villes du Grand Paris. Mais ce matin, on m'a interrogé en entrant sur, au fond, c'est quoi cet anniversaire? Vous vous souvenez, il y a 10 ans, donc il leur parlera dans quelques instants, Nicolas Sarkozy avait lancé 8 immenses architectes sur c'est quoi la métropole du Grand Paris de demain. Si vous fermez les yeux, vous vous souvenez de quoi? Qu'est-ce qui vous reste, au fond?
Ce qui nous reste, c'était bien une métropole polycentrique. Moi, Dominique Alba est dans la salle. Je me souviens quand ils sont venus, moi je travaillais à la mairie de Paris à l'époque, quand ils sont venus nous parler du Grand Paris, ils nous ont parlé de centre. Moi je me souviens, il y avait Yves Lyon et ses 20 villes durables, Nouvelle et ses hauts lieux, Castro et ses 8 entités cohérentes. Donc la réflexion des urbanistes, c'était vraiment une métropole qui s'étirait. Je pense que ça, c'est notre inspiration, au fond, à tous. Monsieur le Président, quand vous avez lancé le concours de la métropole, qui a été durement une très dure concurrence, évidemment, c'était ça qu'il y avait dans cette idée de créer de nouvelles centralités. Et ces concours-là, c'est les concours aussi des gares. Ce sont des moments d'extrême concurrence. Si vous en parlez avec les promoteurs, on ne parle que des promoteurs, mais quand on parle en concurrence sur ces projets-là, on est 70 partenaires. Donc ça, c'est ces nouvelles centralités. Et puis moi, je pense évidemment que cette obligation, elle reste. Il y a tout ce qu'on fait pour, au fond, effacer ou rendre le périphérique plus familier, pour tirer la métropole. Nous, on a emporté le concours de la Porte de Montreuil et de Bruneseau, et c'est vraiment comment on rend ce périphérique qui coupe, qui est une vraie fracture géographique, comment on l'efface, comment on le rend, au fond, plus humain. Donc ça, c'est très important. Pardon, César. Vous aussi, vous voulez faire sauter le périphérique ? Moi, je crois profondément qu'on peut en faire un boulevard urbain, et je pense qu'il faut se battre pour ça. Parce que tant qu'on aura ce périphérique, on aura une vraie fracture géographique. Et la fracture géographique, c'est aussi une fracture économique, c'est une fracture, elle reste très forte. Tout à l'heure, on parlait de banlieue. La banlieue, c'est ce qu'il y a au-delà du périphérique. Enfin, c'est horrible. Donc oui, moi, je pense qu'il faut travailler ce périphérique. C'est pour ça qu'on s'est lancé sur ces concours-là. Il faut évidemment travailler des centralités différentes. Je pense que les JO, évidemment, c'est quelque chose qui va créer d'autres centralités au nord. Moi, je pense à Saint-Ouen, par exemple. Saint-Ouen, c'est une nouvelle centralité. Et le fait que Valérie Pécresse décide d'y installer le siège de la région, à un moment donné, ça crée, ça renforce cette nouvelle centralité. Et puis, on se désole tous du Covid. En même temps, le Covid, c'est une réalité. Et puis, ça a créé de nouvelles façons de travailler et de vivre. On peut quand même imaginer, sans que personne soit capable de dire ce que sera le travail demain, que probablement la plupart des salariés dans le Grand Paris travailleront en télétravail 1 à 2 jours par semaine, peut-être plus. Et ça crée, je pense, une vraie opportunité pour de nouvelles centralités dans le Grand Paris. Nous, on travaille sur des mini-bureaux. On se dit que les personnes qui vont rester chez eux, ils ne traverseront pas tout Paris pour aller à la Défense, par exemple. Ils n'auront pas forcément envie de travailler dans leur cuisine ou sur leur escalier. Ils auront envie de sortir, rencontrer des gens. Je crois que ça crée vraiment des opportunités de tiers-lieux dans tout le Grand Paris. On est en train de travailler là-dessus, d'ailleurs, avec la Caisse. Et puis aussi, on imagine, par exemple, des tickets bureaux, comme des tickets restaurants. Pourquoi pas donner aux salariés la possibilité, quand ils ne sont pas dans l'entreprise, d'aller travailler au fond avec d'autres et de croiser d'autres personnes, d'autres salariés dans des tiers-lieux. Donc je pense que le polycentrisme du Grand Paris, c'est au fond une évidence, et c'est ce à quoi nous on travaille tous les jours, parce que c'est ce qui fait sens, et ce qui fait sens pour les Franciliens. Merci. Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des dépôts. Finalement, mais qui ne travaille pas avec vous sur la relance ? C'est vrai qu'on essaye d'animer profondément cet écosystème dont a parlé Valérie Pécresse, et puis de soutenir les acteurs les plus innovants, la métropole du Grand Paris, et on a été partenaire depuis le départ de la métropole du Grand Paris dans toutes les innovations, les ruptures qu'a apporté le président Ollier, et on a un rôle très présent dans la relance. Bruno Le Maire l'a dit ce matin, l'épargne est importante pour les Français. Et vous savez que l'épargne des Français, c'est essentiellement le livret A. Le livret A, on en est le dépositaire. Et donc, il s'agit maintenant de faire en sorte que cette épargne, elle travaille, elle soit mise au service des projets d'intérêt généraux. Alors, ça a consisté à soutenir le logement, parce que quand on est dans le Grand Paris, la préoccupation numéro 1 des habitants, c'est quand même, et c'est toujours le logement. Donc, on a commandé 40 000 logements. Une partie d'ailleurs à Next City, parce qu'il y a eu un peu un moment de crise, il faut le dire. Qui allait prendre ces logements ? Là, la commande publique les prend, et ça donne de la visibilité aux promoteurs, qui sont souvent les porteurs de projets. Ça permet aussi de donner de l'emploi à toutes ces entreprises. Quand on parlait avant de transition écologique et environnementale,
il faut quand même s'appuyer sur des entreprises. Il n'y a pas que des Veolia qui sont des grandes entreprises, il y a aussi toute une foultitude de PME, d'artisans qui travaillent et qui ont besoin d'avoir des commandes pour faire la rénovation thermique des logements, la rénovation thermique des bâtiments publics dans lesquels on est profondément engagé. Et puis, il y a les grands projets d'infrastructures structurantes, comme celle de la Société du Grand Paris, avec là une nouvelle frontière qui se crée, 65 gares. Eh bien, nous voulons être partie prenante avec les équipes de Marianne Lauradour pour se dire comment est-ce qu'on va réinventer ces gares-là. Parfois, les gares ne sont pas les endroits les plus sympathiques. Hein. Dans certaines varilles, l'environnement des gares n'est pas l'environnement le plus agréable. Et donc, on se dit, là, il y a 65 opportunités avec des enjeux d'accompagner une nouvelle ville. Le télétravail a connu une énorme accélération avec le Covid. Est-ce qu'on va autant se déplacer au bureau? Est-ce qu'on va autant aller à la Défense qu'avant? Toutes ces questions-là, elles méritent à la fois que la Banque des Territoires puisse accompagner les acteurs en ingénierie, c'est notre mission de conseil, en financement et puis en opération. Très concrètement, 1 euro de la caisse, ça équivaut à combien? Alors en investissement, et il y a le directeur de l'investissement, Antoine Truch, qui est là, c'est un effet de levier de 7. Donc 1 euro de la caisse en investissement fait 7 euros de mis dans les projets. Globalement, vous avez des partenaires qui vont être des partenaires financiers, des investisseurs privés, ça peut être Nexity à un moment, mais ça peut être plein d'autres fonds. Et puis il y a l'effet de levier avec les banques qu'on entraîne. Je crois que Patrick Ollier voulait dire un mot. Oui, parce que tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé le temps de terminer ce que je voulais dire. Vous n'êtes pas seul, je suis navré. Puisque le thème, ce sont les fractures territoriales, je voudrais juste ajouter un mot. On n'en parle pas suffisamment, mais nous le faisons, grâce effectivement à vous notamment. Regardez le concours Inventons les métropoles. Il y a 15 sites à l'ouest de Paris et il y a 54 sites à l'est de Paris. Si ce n'est pas une résorption des fractures territoriales, je me demande ce que c'est. Et deuxièmement, nous avons lancé pour 25 millions d'euros 7 projets structurants de passerelles ou de ponts qui sont tous à l'est de Paris ou au nord. Je pense à Pleine Commune, etc. Et cette résorption des fractures territoriales est un objectif prioritaire de la métropole et nous aidons au maximum en fonction de notre budget, effectivement, de telle sorte qu'il soit clair que le soutien est apporté à ceux qui en ont le plus besoin. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'Est et le Nord de Paris. Est-ce que c'est la même répartition, notamment pour votre programme Centre-Ville Vivant, accompagné par Marianne Lauradour, directrice régionale de la Caisse des dépôts? Non, ce n'est pas le même principe qui est utilisé. Pour Centre-Ville Vivant, nous aidons les villes dont les centres-villes sont en train de mourir. On ne regarde pas si elles sont à l'Est ou à l'Ouest, parce que malheureusement, il y a des centres-villes qui dépérissent, quel que soit le lieu géographique où elles se trouvent. Et la loi de préemption des baux commerciaux, que j'avais initiée à l'époque, permet, car la métropole finance la préemption, de permettre aux maires de maîtriser l'installation des commerces de la centre-ville. Et la Banque des Territoires nous aide énormément. Nous avons une 50aine de villes qui sont partie prenante, mais dans d'autres thématiques également. Je ne vais pas aborder tout ce qui est fait, mais cette résorption des fractures territoriales, je le répète, pour la métropole du Grand Paris, est une des raisons, à mon avis, pour laquelle les ministres ici présents, et Nicolas Sarkozy surtout, ont voulu créer cette métropole. Parce qu'effectivement, à 131 villes, avec une métropole qui organise, qui coordonne, qui harmonise, c'est plus facile d'avoir un regard sur là où il faut le plus investir, plutôt que quand on est tout seul dans sa ville ou dans son petit PCI, loin de tout. Jérôme Fourquet, faire société, c'est aussi revitaliser les centres-villes? Alors, oui, bien évidemment. Alors, c'est vrai en Ile-de-France, c'est vrai aussi en province avec le programme Action Cœur de Ville, par exemple. Bien sûr, soutenu par la Caisse aussi au niveau voilà. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus. Alors, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat. On parle beaucoup d'économie aujourd'hui. Faire société, résorber les fractures. Il y a un enjeu majeur, c'est celui de la sécurité. Et donc, en Ile-de-France, on a des territoires entiers qui sont en dérive. Et donc, on peut mettre tout l'argent de la Caisse des dépôts, de Nexity, etc., tant qu'on a une ampleur aussi importante du trafic de drogue qui gangrène toute une série de quartiers, hein, l'actualité récente nous l'a encore montré, il n'y a pas de développement économique qui va tenir et les classes moyennes ne viendront pas s'installer à proximité de ces quartiers-là, c'est pas vrai. Hein, donc il y a ce sujet-là qu'il faut absolument prendre à bras-le-corps. Alors c'est facile à dire, ça fait des années que ça dure, mais on voit que ces quartiers dérivent de plus en plus, que la délinquance se structure, devient de plus en plus organisée,
que les flux financiers qui sont générés par le trafic sont colossaux et que maintenant ils sont en train de remonter dans l'économie légale par tout un système de blanchiment. Et donc c'est une autre réalité, mais que vivent beaucoup des Franciliens. Une idée à partager avec les décideurs ici présents? Alors non, là, il n'y a pas d'idée, mais on a à chaque fois les mêmes débats quand on retrouve deux jeunes abattus au pied d'une tour d'immeuble, mais sauf que tout ça se multiplie et que quand vous penchez un petit peu sur la question, c'est vertigineux de voir les sommes et les enjeux qu'il y a derrière. Alors, il faut attaquer ça par tous les bouts. Toutes les initiatives qui ont été prises, notamment recréer du logement social, promouvoir l'ascenseur social, donner du boulot aux jeunes de ces quartiers, etc. Tout ça, ça fait partie du phénomène. Mais à mon avis, on se voile la face si on met pas au cœur des réflexions ce type de problématique. Dernier point, alors sur un tout autre sujet, mais toujours sur les sujets qui dérangent un petit peu, cette question de la transition écologique, de faire une métropole où on respire mieux, qui soit plus résiliente, bon, très bien. On a la question des péages urbains qui va revenir. Il y a 2 ans, on a eu un mouvement social, comme on en a rarement connu dans notre histoire, qui s'appelait le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que les péages urbains, c'est le meilleur moyen de réactiver la crise des Gilets jaunes. Bien, donc il faut être très attentif. Vous croyez vraiment qu'ils vont revenir? Il ne sera peut-être pas un gilet jaune, ce sera peut-être autre chose. Mais, je veux dire les péages urbains, pas les gilets jaunes. Mais on a, alors peut-être pas en Ile-de-France, mais dans d'autres métropoles, ça se pose. Et à terme, je pense que cette question va être envisagée. Et donc il faut aussi se dire comment on fait une place à tous les gens qui sont absolument nécessaires au fonctionnement de ce cœur de cette métropole et qui sont encore aujourd'hui, jusqu'à ce que le Grand Paris ferroviaire fonctionne, totalement tributaires de la voiture, et notamment de la voiture diesel, qu'à coup d'incitation, on les a fortement encouragés à acheter pendant des décennies. On débattra des mobilités et des cohabitations des différentes formes de mobilité cet après-midi. Véronique Bédag, moi aussi je vais vous provoquer, entraîné par Jérôme Fourquet. La ville durable, la ville inclusive, c'est que des slogans? Écoutez, là pour le coup, je pense que chez Nexity, la ville inclusive, c'est ce qu'Alain Dinin porte depuis la fondation de Nexity. On est le choix qu'il a fait historiquement, c'était d'être présent dans les QPV, dans les quartiers politiques de la ville. 25% de notre production va au logement social. On est vraiment engagé sur ces quartiers de ville parce qu'on pense que la ville, c'est la vie ensemble d'abord. C'est ça qu'on porte. Puis il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a choisi de faire du non-profit. On fait des pensions de famille à chaque fois que les maires nous accompagnent. Dans nos gros projets urbains, on crée une pension de famille. Ce sont des endroits où on aide au fond des gens à sortir de la rue. On ne sort pas de la rue comme ça. Et on ne fait pas de marge sur ces constructions-là. Donc ça fait partie de notre engagement dans la ville. Tout le monde doit trouver une place, au fond. Et puis, évidemment, on s'est engagé avec énergie dans la ville bas carbone. D'abord parce que c'est une conviction très forte. La ville demain, elle doit être bas carbone, et demain, c'est même maintenant en fait. C'est comme ça qu'on a gagné le concours de la Porte de Montreuil, et c'est comme ça qu'on a emporté aussi le concours des JO. Et ce qu'on a vraiment appris ce matin, vous disiez adaptation. Moi, je pense que c'est refondation. Quand on travaille sur la ville bas carbone, quand on veut qu'elle soit bas carbone en construction, en exploitation, en mobilité, il faut le penser dès le début. L'architecture est différente. L'architecture de la ville bas carbone, c'est pas l'architecture d'avant. Les matériaux sont différents, les modes constructifs sont différents. Ah non, moi je pense qu'on est dans une vraie refondation. Mais je pense que tous les promoteurs aujourd'hui, parce qu'ils sont dans ces concours-là, et nous ces concours-là, c'est vraiment de la recherche et développement, s'engagent dans la ville bas carbone. Et moi, je m'occupe chez Nexity de la production de bureaux. Et dans mon catalogue aujourd'hui, parce que les bureaux sur lesquels je m'engage aujourd'hui, ils seront là dans 5 ans, il n'y a plus que du bureau bas carbone. Autre slogan à la mode, la ville du quart d'heure. C'est la promesse du Grand Paris Express. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie, Thierry Dallard? Ça signifie plein de choses. La première, c'est que la taille et l'importance du métro, souvent, je crois qu'il n'y a plus de micro, c'est ça? Oui. Je crois qu'on n'a pas le droit, si. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. C'est ça, partageons l'économie, c'est partageons. Je crois que le métro, par son importance, par sa taille,
masque une réalité. Le Grand Paris Express, ça n'est que l'acte 1 d'un acte d'aménagement bien plus important, qui est celui effectivement de la refondation de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la banlieue et qui s'inscrit parfaitement dans une logique de multipolarité. Vous avez évoqué tout à l'heure le nombre de gares, 68 gares. Quand vous regardez ce que vous faites en marche à pied en 10 minutes, ça vous fait à peu près 500 mètres. Et quand vous regardez tous ces quartiers de gare, ce qu'on appelle effectivement la ville du quart d'heure, ben vous arrivez à une surface qui est équivalente à 1,5 fois Paris. Donc quand on parle de refondation, on ne parle pas d'une ZAC, on ne parle pas d'un quartier, on ne parle pas de quelques hectares, on parle de 1,5 fois la surface de Paris, qui sera accessible à un système de transport performant, qui permettra d'échapper pour tous ceux qui sont aujourd'hui prisonniers, soit de la voiture, soit des passages obligés par Paris pour aller de banlieue à banlieue, d'avoir en moins de 20 minutes un déplacement confortable. C'est en matière d'équilibre territorial et social. J'ai aperçu tout à l'heure Olivier Klein, que je salue, prenait un jeune salarié de sa commune à Clichy. Aujourd'hui, en 3 quarts d'heure, il a accès à 300 000 emplois. Demain, il aura accès à 3,5 millions d'emplois. Donc c'est ça la ville du quart d'heure, c'est ça la révolution que va amener effectivement la réalisation d'un métro en rocade, d'un métro qui n'est pas toujours concentré vers l'hypercentre, mais qui au contraire maille dans ce qu'encore une fois aujourd'hui on appelle la banlieue, mais qui demain sera le 21e, le 22e, le 24e arrondissement, que sais-je, en tout cas qui s'inscrit réellement dans une création d'une ville où il fera bon vivre. Parce qu'au final, c'est ça finalement l'enjeu qu'il faut que l'on relève. Et là, je ne parle pas d'un futur lointain, dans 10, 15 ou 20 ans. Non, à la fin du mandat qui vient de s'ouvrir, c'est-à-dire avant 2026, la moitié de ces gares seront en service. Et donc, ça veut dire que cette fabrication de cette ville du quart d'heure, de cette ville où il fait bon vivre, eh bien, il est temps de la préparer parce que ça va aller très, très vite. Olivier Sichel, votre mission aussi, passe-t-elle aussi par le désenclavement de ces territoires ? Alors, on parle de désenclavement, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, et quand même très très important dans la phase de Covid et de confinement, c'est le très haut débit. Et on a toujours l'impression, quand on est à Paris, que la densité, la fibre optique a été déployée très rapidement dans Paris. Donc c'est une vision un petit peu Paris-centrique. Mais nous, on le sait bien, à la Banque des Territoires, on finance des réseaux d'initiatives publiques dans les départements dits de Grande Couronne, l'Essonne, le Val d'Oise, le Seine-et-Marne. Parce que dans cette phase-là, vous n'avez pas vécu le confinement de la même façon quand vous étiez relié à la fibre optique, où vous pouviez télétravailler, communiquer, vous distraire, que si vous aviez une connexion chancelante. Donc ça, c'est extrêmement important en matière de réduction de la fracture territoriale, d'avoir toute la couverture de toute la région Île-de-France en accès au débit. Alors ensuite, il y a les aspects de sécurité qu'a évoqué Jérôme Fourquet. Alors c'est évidemment une problématique très complexe, très globale. Nous, notre rôle quand même, ça a été de favoriser avec l'ANRU tous les travaux de rénovation urbaine, la destruction des tours. Et c'est vrai que dans le Grand Paris, il y a une dimension architecturale. Enfin, ce que j'ai appris, moi, par exemple, en suivant à mot la rénovation urbaine qui s'est étendue sur plusieurs années par son maire, François Copé, c'est que l'architecture, elle conditionne aussi certaines choses. Et on sait qu'il y a des ensembles architecturaux qu'il va falloir totalement détruire et renouveler. Et ça fait partie aussi des fractures territoriales qu'il faut résorber. Et ça, c'est effroyablement coûteux. Les montants sont colossaux. Et parfois, ça n'est plus des logements sociaux. C'est ce qu'on appelle des copropriétés dégradées, où à ce moment-là, c'est colonisé par des marchands de sommeil. Et là, les procédures sont longues. Le président Lié le disait, une expropriation pour mettre un terme à une copropriété dégradée qui part totalement au lot, c'est une affaire de 10 ans. Et ça, c'est pas normal. Hein. Et donc, on a eu des annonces récemment dans la lutte contre le marchand de sommeil, la loi Elan, encore là, avec un fait divers de squat en dehors du Grand Paris. Comme quoi, tout ça doit être aussi... Et quand bien même, il faut une détermination sans faille. C'est une course de haies. C'est, à son jeu de mots, vous avez Thierry Dallard, c'est une espèce de tunnel de procédure dans lequel vous rentrez. Alors, il y a une lumière au bout du tunnel, à un moment on y va, mais Dieu que c'est long. Mais c'est pourtant absolument nécessaire, indispensable. Patrick Ollier, vous voulez pas parler? Pas vous, non? D'accord. Un petit mot sur la rénovation quand même dans la métropole pour justement loger décemment les gens. Je réponds si on pose une question. Oui. Pardon? La rénovation dont on a parlé tout à l'heure, vous avez lancé tout un programme dans ce domaine aussi également. Oui, la rénovation rénovation fait partie de ce que disaient tout à l'heure les intervenants. Tout à l'heure, Philippe Pelletier l'a très bien dit. Reconstruire sur le construit, c'est mieux que
construire sur du vert et sur des territoires qui sont aujourd'hui et qui doivent être aujourd'hui préservés. Et effectivement, on a lancé un grand programme dans le cas de la transition écologique, de transition énergétique. Et effectivement, on investit énormément pour aider les villes qui en ont besoin dans le cadre des réhabilitations, allant dans le cadre effectivement de l'amélioration du bâti pour faciliter la transition énergétique. Et là, il y a des priorités, nous nous inscrivons dans ces priorités. Jérôme Fourquet, est-ce que c'est une bonne piste? On cherchait des pistes tout à l'heure, au-delà des slogans. La rénovation pour améliorer le confort dans l'habitat. Oui, bien sûr, tout à fait. Et ce qui a été dit à la table précédente par la représentante des architectes, dire apprendre à reconstruire sur de l'existant et n'être plus uniquement dans le phénomène d'étalement urbain, parce que l'Île-de-France, c'est quand même un bon exemple de ce phénomène. Et je reviens sur mes péages urbains, sur les Gilets jaunes. C'est aussi une ville qui s'est construite horizontalement et qui du coup, a projeté des populations de plus en plus loin avec des problématiques sociales et des problématiques environnementales. Donc effectivement, oui, la rénovation, c'est quelque chose qui peut aller dans le sens de cette résorption des fractures plutôt. Et il faut aussi du coup se poser peut-être, mais là je ne suis pas spécialiste, la question de la densification d'un certain nombre de territoires, notamment dans le cœur des métropoles, parce qu'il faudra bien résoudre la quadrature du cercle. C'est-à-dire, si on veut qu'on soit une ville qui soit plus bas carbone, qu'on préserve les terres agricoles, qu'on évite l'étalement urbain et l'artificialisation des sols, à un moment, ça passe fatalement par une densification du bâti. Véronique Bédag, ce discours doit vous plaire, vous qui avez inauguré la tour Habiter le ciel à Aubervilliers de Roland Castro. Oui, il marche? Oui, non. Cette tour de 16 oui, étages absolument, avec des... absolument, parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a comme un sujet mathématique, la population continue à croître, on ne veut plus artificialiser les sols, donc il y a quelque chose qui doit se régler en montant. C'est toujours, Monsieur le Président, un débat délicat avec les élus, moins avec les élus eux-mêmes d'ailleurs qu'avec les habitants au fond, parce que les élus comprennent bien qu'il faut le faire, mais les habitants n'ont pas forcément envie d'une ville plus dense, je vous le dis tout de suite. De nous, ce qu'on a tenté, c'était vraiment la volonté de Castro, il y a 10 ans, dans le concours du Grand Paris, d'imaginer la ville verticale. Donc c'est ce qu'on a fait à Aubervilliers, on a fait monter, il ne dirait pas une tour, il dit un village vertical, c'est-à-dire que et que je vous invite, alors là, vraiment ceux qui ont envie de venir le voir avec nous sont les bienvenus. On a vraiment imaginé au fond des appartements et des lieux partagés, des cours en fait, le long de l'immeuble pour qu'il y ait des échanges entre les gens et qu'on puisse au fond rendre au sol des jardins publics et du vert. Donc effectivement c'est l'un de nos combats, on fait beaucoup visiter cette tour, on espère ce village vertical, on espère en créer d'autres, on réfléchit aussi à d'autres types de villages verticaux, mais effectivement si on ne veut pas s'étaler davantage, si on ne veut pas aussi que les gens s'éloignent de plus en plus des cœurs de ville, il faut apprendre à faire des villes verticales qui soient aussi des villes très humaines et des villes vertes, parce que ça rend du sol au fond aux villes. Alors, et que justement, vous avez annoncé il n'y a pas longtemps que vous alliez y mettre des espaces verts privés ou collectifs. Partout. Partout. Ce qu'on fait déjà dans le logement et dans le bureau, de fait, aujourd'hui. Comment vous allez trouver l'équation économique ? Écoutez, on le fait déjà. De fait, aujourd'hui, depuis longtemps, c'était un engagement qu'on avait pris avec Naturellement. Donc on le fait, voilà, on le fait depuis un moment, et on va le faire autant. Par exemple, sur les bureaux, ce qu'on ne faisait pas avant, c'est qu'on fait des rooftops qu'on ne faisait pas forcément autrefois. Autrefois, on mettait un peu des équipements techniques en haut. Aujourd'hui, on le fait systématiquement. C'est un peu pareil pour le logement. Donc vraiment, là, je pense qu'on n'est pas dans un sujet d'équation économique. Thierry Dallard, des rooftops sur les 68 gares du Grand Paris Express demain ? Ou des surélévations en bois ? Déjà, faire du logement. Vous savez, la crise du Covid, on a lu plein de choses, remise en cause de la métropole, remise en cause des transports collectifs. Moi, je trouve qu'au contraire, elle a plutôt conforté les projets comme le Grand Paris Express, parce que qu'est-ce qu'a mis en avant notamment la période de confinement ? C'est qu'il y avait des territoires qui n'avaient pas de transport collectif. Alors, on peut toujours dire, quand on a déjà un métro au pied de chez soi, je vais peut-être un peu moins le prendre, mais quand vous n'en avez pas, vous êtes bien content qu'il y en aura un jour. Donc je pense que ça a conforté l'importance pour tous ces territoires qui ne sont pas desservis d'avoir un lien fort.
Et puis ça a remis en exergue le fait qu'il y a quand même une crise du logement. Il y a encore plein de quartiers, plein de territoires où le logement n'est pas à la hauteur et l'ambition d'un pays comme le nôtre. Et quand j'évoquais tout à l'heure ces 68 gares du quart d'heure, cet espace qui représente une fois et demie Paris, les professionnels m'avaient à peu près tous donné la même ordre de grandeur de voisins de 50 à 80 milliards d'investissements dans le logement pour les 20 ans qui vont suivre. Donc oui, il y aura du logement. Effectivement, le mot densité fait peur. Néanmoins, c'est bien quand même de la densité vers laquelle on va. La question, c'est comment la rendre agréable à vivre, comment faire en sorte que ces villes soient résilientes. Alors résilientes aux pandémies, mais on a oublié qu'il y a un an, il y avait eu quand même plusieurs semaines de suite de canicule. Donc résilientes à des phénomènes de chaleur qui vont être de plus en plus importants. La question de la végétalisation est très importante. Aujourd'hui, quand nous coupons un arbre, nous nous engageons à en planter 3. Et je pense que notamment les espaces autour des gares devront être particulièrement regardés autour de cette thématique-là, si on veut effectivement que ces villes soient bien des villes où il sera bon vivre. Olivier Sichel, justement, comment vous marchez sur vos deux jambes, si j'ose dire, la jambe métropole et la jambe ville moyenne? Alors, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer post-Covid, hein, parce que justement, dans l'équilibre entre métropole et ville moyenne, je pense que si demain, votre employeur, César, à la tribune, vous dit finalement, j'ai besoin que vous veniez 1 ou 2 fois par mois au bureau, vous allez peut-être vous dire, si je suis en télétravail, pourquoi est-ce que je resterai en région parisienne où le foncier est cher, où les appartements sont petits, où j'ai pas de végétalisation, alors que je pourrais avoir des endroits très sympathiques, mais plus loin de Paris. Donc, nous, on est en train de regarder ça avec beaucoup d'attention, en périphérie des métropoles, en liaison aussi en TGV des métropoles, et on est engagé, comme l'a souligné Jérôme Fourquet, depuis maintenant plus de 3 ans dans le programme Action Cœur de Ville, qui est maintenant en pleine dimension. Hein. C'est à peu près 500 millions d'investissements cumulés, c'est 500 millions de prêts pour la Banque des Territoires, avec toutes les villes qui ont passé des conventions, renouvelées avec les élus municipaux. Il n'y a pas un nouvel élu qui se dit, moi, la dimension Action Cœur de Ville, ça m'intéresse pas. Au contraire, ils ont été absolument ravis d'avoir un accompagnement. Et ça, c'est extrêmement important parce que par rapport aux Gilets jaunes, on sait que ces villes moyennes, ces 229 villes moyennes, dans lesquelles il y a à peu près 24% des Français qui habitent, c'était les villes des Gilets jaunes. C'est les endroits où se sont placés, et on revient toujours au logement, finalement important, c'est l'endroit où la valeur de leur logement s'est totalement effondrée. Vous aviez la maison de famille à Vierzon, à Vesoul, à Louviers, vos parents l'avaient acheté, ça valait quelque chose. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne vaut plus rien. Donc il y a un appauvrissement, donc il y a un déclassement. Vos enfants avaient l'habitude de rester dans ces villes-là. Maintenant, ils partent tous à la métropole parce qu'il n'y a pas d'études supérieures. Or là, on a passé un partenariat avec le CNAM. On a 100 antennes du CNAM qui vont s'installer dans 100 villes moyennes pour permettre justement aux enfants d'avoir leurs études. Et puis, la crise aussi a révélé notre fragilité industrielle, la question de la souveraineté industrielle. Et tout d'un coup, on découvre que l'industrie a disparu. Mais l'industrie, on ne va pas les mettre au cœur de Paris intramuros. L'industrie, c'est ce qui fait souvent battre le cœur de ces villes moyennes qui ont été par le passé villes moyennes. Donc voilà un peu comment on fonctionne. On accompagne les métropoles qui ont des problématiques très différentes, hein, transport public, décarbonation des métropoles. Avec les villes moyennes, revitalisation, retrouver de l'attractivité. C'est ça la problématique des villes moyennes. Il nous reste 5 minutes, donc je vous demande en 1 minute une idée pour lutter contre les fractures sociales et territoriales. Patrick Ollier. Et moins d'1 minute, ce serait parfait. C'est difficilement possible. Pour lutter contre les fractures territoriales, ce qu'il faut, c'est imaginer des projets qui permettent d'allier la densité et le confort de vie. Le problème, ce n'est pas la densité. Si, dans le cadre de l'élévation des bâtiments, on est capable, et c'est ce que vous avez fait à Montreuil, effectivement, on est capable de la connecter sur le confort de vie. Ce que les habitants attendent, c'est du confort de vie. Et si on veut résoudre les fractures territoriales, il faut apporter, dans ces lieux où, malheureusement, pour l'instant, le confort de vie n'existe pas, les moyens qui permettent de concentrer les aides de la métropole, certes, mais de la région et de l'État, pour faire en sorte, c'est ce qu'on essaie de faire, d'améliorer ce confort de vie. Car tout à l'heure, vous parliez de la sécurité. J'entends bien les cris de ceux qui disent la sécurité augmente. Très bien, c'est un constat. Mais on constate aussi que si les élus locaux, et ils le font dans la plupart des cas, font leur travail sur le terrain, au niveau de la prévention, de l'organisation de leur territoire, dans le cadre d'un confort de vie qu'on a apporté à la population, rénovation, etc., les choses s'améliorent.
Et c'est ce qu'il faut faire. Et la sécurité augmente, et donc l'insécurité diminue. Donc tout ceci est très connecté, ce sont des opérations de terrain. Il faut faire confiance aux élus locaux, il faut faire confiance aux maires, et c'est ce que fait la métropole des maires, qui est la métropole du Grand Paris. Jérôme Fourquet, en 15 secondes. Peut-être une idée sur un type de fracture, c'est entre l'hypercentre et les grandes périphéries. Et c'est redonner de la valeur à ces grandes périphéries, notamment franciliennes, en terres agricoles ou autres, à l'occasion de la transition écologique, en disant il y aura besoin pour ces métropoles de demain d'approvisionnement alimentaire de qualité, on l'a vu avec le Covid, hein, les circuits courts, également d'énergie renouvelable. Et alors on peut en mettre sur les toits, mais c'est quand même pas mal, des fois, si on a de la place, pour l'éolien, le solaire ou par exemple les unités de méthanisation. Et donc c'est comment les grandes périphéries périurbaines ou à dominante rurale retrouvent une valeur d'usage dans le cadre de la transition écologique en apportant des services au cœur des grandes métropoles où la richesse se crée. Véronique Bédag, en 10 secondes. En complément de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on se batte aussi comme des chiens pour vraiment créer les moyens de la vie ensemble dans les cœurs de ville. Il faut qu'il se passe des choses au cœur des villes. D'où d'ailleurs ce que vous faites sur les bas d'immeubles, sur les commerces. Nous, on vient de lancer une offre auprès des maires d'évaluation des commerces de centre-ville et des flux. Il faut créer des flux dans les centres-villes. C'est comme ça que les gens auront envie d'y rester et d'y vivre. Merci. En 5 secondes. Comment sait-on que la fracture territoriale a disparu quand on peut librement accéder à la culture, qu'on peut librement accéder à la formation, qu'on peut librement trouver un emploi, qu'on peut librement accéder à la santé? La réponse est mobilité, 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 mobilité. Et le Grand Paris Express, c'est la mobilité du quotidien des prochaines décennies. Merci. Et moi, sans surprise, j'ai parlé de digital, 20 ans dans le digital, c'est l'inclusion digitale, c'est le fait d'avoir accès à tout ça, on peut aussi l'avoir à distance, à condition d'être formé. Donc une idée, c'est massivement former tous ceux qui sont exclus du numérique pour leur apprendre à maîtriser le digital et avoir accès à tout à travers leur smartphone ou leur PC. Merci, on a fini dans les temps, merci beaucoup.